L'attaque des titans a l'un des concepts les plus accrocheurs que j'ai pu voir. On a une humanité au bord de l'extinction, retranchée derrière des murs gigantesques à cause de l'apparition de titans mangeurs d'hommes. Et puis, un beau jour, un titan colossal détruit le mur, et la mère de Eren, le héros, se fait dévorer par un titan devant lui. Du coup, le petit Eren va vouloir se venger. C'est un début très prenant, qui promet des séquences d'action bien épiques et un certain nombre de moments horrifiques. Que demander de plus ? Quand j'ai découvert l'anime, en 2013, j'ai directement adoré, mais je me souviens qu'une fois arrivé vers le milieu de la saison, après plusieurs épisodes d'affrontements contre des titans, je m'étais demandé « et après ? C'est quoi la suite ? Que va nous raconter ce manga ? Est-ce que les titans sont juste un prétexte à faire des combats sensationnels et du gore ? Ou bien il y a autre chose derrière tout ça ? Spoiler, il y avait bien autre chose, et beaucoup plus que ce dont j'aurais pu me douter. Parce que l'attaque des titans, c'est pas seulement une histoire de titans qui massacrent des humains et de Levi qui massacre des titans. Non, c'est avant tout une histoire pleine de mystères. Dans toutes les histoires, il y a des mystères. C'est un très bon moyen pour investir le spectateur et lui donner envie de connaître la suite. Et ça, Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, l'a très bien compris. Et il va utiliser différentes techniques narratives pour rendre son histoire captivante grâce au mystère. Une des particularités du mystère dans l'Attaque des Titans, c'est son ampleur. On n'est pas sur une petite enquête ou une identité inconnue. Non, le mystère, c'est carrément le monde. Les personnages qu'on suit ne savent rien du monde qui les entoure, et même ce qu'ils pensent savoir est faux. Ils ne savent pas ce que sont les titans, pourquoi et comment ils sont apparus, ce qu'il y a en dehors des murs, qui sont les titans intelligents et pourquoi sont-ils contre l'humanité, quel est le secret des abdos de Mikasa, etc. Les personnages vont donc chercher à découvrir la vérité sur leur monde, et nous, en tant que spectateurs, on est avec eux. On a envie de comprendre, ce qui rend la série très engageante. D'autant plus que chaque fois qu'il y a une avancée, chaque fois qu'on a la réponse à une question, cette réponse va soulever d'autres questions, ce qui nous garde investis dans l'histoire. On pourrait penser que ce trop-plein de mystères pourrait devenir frustrant à la longue. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et ce, pour 3 principales raisons. Premièrement, parce que Isayama nous fait une promesse. Il nous promet qu'on découvrira la vérité sur ce monde une fois que les personnages auront atteint le sous-sol du père d'Eren. On a donc un objectif clair. On sait que ça ne durera pas indéfiniment. Deuxièmement, parce qu'Isayama est généreux. Le mystère ne stagne pas jusqu'à la révélation finale. Au contraire, au fil du manga, on a de nombreuses révélations. Isayama nous donne des pièces du puzzle. Suffisamment pour qu'on ait l'impression de bien avancer vers la vérité, mais pas assez pour qu'on ait une vision claire de l'ensemble du tableau. Et troisièmement, parce qu'Isayama ne traite pas les mystères de manière linéaire, un mystère après l'autre, mais parce qu'il les entremêle, ce qui rend l'intrigue beaucoup plus dynamique et surprenante. Par exemple, à la fin de la saison 1, après la bataille entre Annie et Eren, on s'attend à avoir des informations sur Annie, qui elle est, pourquoi elle fait tout ça, etc. Et pourtant, on n'a aucune réponse à toutes ces questions. Mais on découvre qu'il y a des titans colossaux dans le mur, et des gens qui étaient au courant, ce qui soulève encore d'autres questions. Et immédiatement après, on apprend que des titans ont été vus à l'intérieur du mur rose, et donc que le mur a potentiellement été détruit. Et là, ça enchaîne, il y a l'apparition du titan bestial, un titan qui parle et ne connaît pas la tridimensionnalité, ce qui pose de nouvelles questions. Et puis on découvre le village de Ragako, qui a été ravagé sans qu'on y retrouve aucun cadavre, et où il y a un titan qui ressemble étrangement à la mère de Connie. Enfin, on a Hannes qui confirme qu'il n'y a pas de trou dans le mur, et donc on comprend que ces titans sont apparus à l'intérieur de l'enceinte du mur rose. À ce moment-là, ce mystère est à son intensité maximale, et même si on a déjà deviné que les titans étaient les habitants du village de Rakago, on ne sait pas pourquoi ni comment ils se sont transformés en titans, et on attend des réponses. Et là, contre toute attente, Isayama nous sert une dinguerie. なんだよ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつ。De manière totalement inattendue et apparemment gratuite, Isayama nous donne la résolution d'un autre mystère, l'un des plus grands mystères du manga, auquel on ne pensait plus à ce moment-là. Déjà, en termes de mise en scène et de rythme, c'est incroyable.
On sortait d'une longue et intense séquence d'action, et donc la logique aurait voulu qu'on ait un moment d'accalmie. Une accalmie qui aurait été bien méritée. Mais non. Et puis le procédé est atypique. On n'a pas l'habitude que les méchants se dénoncent d'eux-mêmes. On est habitué à devoir mériter les révélations. Mais ce que je trouve excellent avec cette scène, c'est le motif qui pousse Reiner à se dénoncer. Il ne se dénonce pas parce que c'est l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie, mais juste sur un coup de tête, parce qu'il est psychologiquement à bout. Du coup, ça sonne vrai. Et même son camarade Bertolt va être hyper surpris de cette prise d'initiative. C'est presque dommage de découvrir après coup que, en fait, Armin avait déjà tout deviné. Ça enlève du poids au fait que Reiner se dénonce de lui-même. Mais bref. Cette révélation est tellement énorme, elle soulève tellement de questions et a tellement de conséquences immédiates qu'elle va complètement détourner notre attention du mystère précédent, l'apparition de Titan à l'intérieur du mur rose. Et la révélation sur le mystère du village de Rakago, on l'aura que bien plus tard, là encore, à un moment où on ne l'attendait pas. Bref, faire des mystères entremêlés, c'est bien, mais à un moment, ces mystères, il faut bien leur donner des résolutions, et il vaut mieux qu'elles soient satisfaisantes, à la fois impactantes, surprenantes et cohérentes. Et c'est à cette étape que ça devient compliqué dans beaucoup de fictions. Souvent, la révélation n'est pas à la hauteur des attentes des spectateurs. Le risque de décevoir est d'autant plus grand si les attentes sont élevées. Et il y avait tellement d'attentes pour la révélation du sous-sol du père d'Eren. La promesse était faite depuis le début du manga, et les enjeux autour de cette révélation étaient colossaux. Bref, il y avait vraiment tous les ingrédients pour préparer une belle déception. Et pourtant, comme à chacune de ces révélations, Isayama s'en tire comme un roi. Alors, comment fait-il ? En fait, pour rendre les résolutions de ces mystères satisfaisantes, Isayama va principalement utiliser deux procédés. Le premier, et le plus évident, c'est le fameux foreshadowing. C'est un procédé narratif par lequel l'auteur suggère ce qui est à venir dans son récit grâce à des détails parsemés dans l'histoire. Détails qui prendront donc tout leur sens plus tard dans l'intrigue. Isayama, c'est vraiment le boss final du foreshadowing. Il nous en met tellement sous les yeux tout au long du manga, c'est indécent. Bon, on va pas faire une liste de tous les foreshadowing, mais pour en citer quelques-uns, dans toutes les situations où Annie, Reiner et Bertolt discutent ensemble, les dialogues ont presque toujours un double sens. Reiner, どうする？まだだ。やるなら集まってからだ。なあ、ベルトルト。ライナーって昔からこうなのか？いや、昔のライナーは戦士だった。Un de mes foreshadowing préférés se trouve dans la scène où Armin, Jean et Reiner affrontent le titan féminin. La première fois qu'on voit la scène, le comportement du titan féminin nous paraît bizarre. Il décide d'épargner Armin sans qu'on ne comprenne pourquoi. Puis, après avoir failli tuer Reiner, il part soudainement en direction d'Eren. Bref, on comprend pas grand chose. Du coup, on se fait des théories. Par exemple, si le titan féminin a épargné Armin, c'est parce que c'est la mère disparue d'Armin. Bah ouais, vu que ils sont blonds tous les deux. Pas mal la théorie, non? Bref, on s'imagine des trucs faux. Mais une fois qu'on sait que Annie est le titan féminin, on a une nouvelle lecture de la scène, et on comprend ce qui s'est réellement passé. Si Annie n'a pas tué Armin, c'est parce qu'elle le connaît, qu'elle l'affectionne. Donc voilà, on pense avoir enfin compris la scène. Mais on a oublié un petit détail. そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。 Parce qu'une fois qu'on sait que Reiner est le titan cuirassé, on a une troisième lecture de la scène. Et enfin, on comprend tout. On comprend pourquoi Reiner posait des questions à Armin sur la position d'Eren, et on comprend qu'il n'a pas du tout failli se faire tuer par le titan féminin, mais qu'il s'est volontairement laissé attraper par Annie pour indiquer la position d'Eren dans sa main. 3 niveaux de lecture d'une même scène, perso je trouve ça quand même très lourd. Dans le même genre de scène à plusieurs niveaux de lecture, une autre que je trouve vraiment bien pensée se trouve dans la saison 2. こりゃいけそうだ。ニシンは好みじゃないが。こりゃ缶詰か。なんだ、この文字は。俺には読めない。ニシンって書いてあるのか。 Au premier visionnage, on n'a pas trop le temps d'analyser, vu que Isayama va directement mettre le focus sur un problème autrement plus urgent. Et une fois qu'on sait que Ymir est en fait un titan, la scène prend davantage de sens. Mais c'est seulement une fois que l'on sait que Reiner est le cuirassé que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on va réaliser qu'en fait, il avait d'abord lu normalement l'inscription. こりゃ缶詰か。 Avant de réaliser qu'il n'était pas censé connaître cette écriture, et de faire semblant de ne rien comprendre. Une fois qu'on le sait, ça paraît évident. Pourtant, au premier visionnage, on passe complètement à côté. Et perso, je trouve ça vraiment bien pensé. Un autre élément qui est intéressant parce qu'il aurait pu griller à la fois Ymir et Reiner, c'est le hareng. こりゃいけそうだ。ニシンは好みじゃないが。
Le hareng, c'est un poisson d'eau salée. Sauf qu'à ce moment du manga, l'humanité n'est pas censée avoir accès à la mer. Donc ils ne sont pas censés savoir ce qu'est du hareng, et encore moins en avoir déjà mangé. Mais aucun des deux personnages ne va s'en rendre compte, et c'est au spectateur de faire le travail d'analyse. Et pour ceux qui se demandent d'où sortait la conserve et le stock de nourriture, en fait, c'est parce que le château dans lequel il se trouve est le quartier général qu'a choisi Sig pour mener son expédition au-delà du mur rose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il tient tant à démonter le château et ses occupants. Ils lui ont volé sa bouffe. Ça se fait pas. Bref, dans l'attaque des titans, les révélations fonctionnent parce qu'elles sont bien amenées, parce qu'elles ne sortent pas de nulle part. Mikasa? Arumi? Dare no koto da? Sa a, wakaranai. Dare no kyoku daro? On avait tous les indices sous les yeux depuis le début, mais on n'a rien vu. Ces foreshadowing servent à nous montrer que tout est logique et connecté, que tout fait sens, que rien n'est laissé au hasard. Ils sont la preuve que toute l'histoire est prévue depuis le début et qu'elle tient la route. La deuxième raison pour laquelle les révélations sont si impactantes dans l'attaque des titans, c'est parce que les mystères, et donc leur résolution, sont directement liés à des personnages que l'on connaît. Par exemple, si les détenteurs du titan cuirassé et du titan colossal avaient été de parfaits inconnus, la révélation de leurs identités n'aurait pas du tout eu le même impact. C'est pour cette raison que, dans la promotion d'Eren, la majorité des personnages que l'on côtoie sont liés de près ou de loin à des mystères. On a Annie, Reiner et Berthold, les trois guerriers Mar, Ymir, qui est aussi un titan primordial, Krista, qui est en fait une descendante de la famille royale, Connie, qui n'a pas de secret lié à son identité, mais qui va être lié au mystère de l'apparition des titans au village de Ragako, même Marco, qui ne passe pas la moitié de la saison 1, est lié à un mystère, celui de sa mort. Mystère qui ne sera éclairci que bien plus tard, dans la 3e saison. Ça fait donc beaucoup de mystères pour une si petite promotion, mais c'est ça qui est bien. Et donc, quand les révélations surviennent, on est bien plus affecté, parce qu'on est impliqué émotionnellement. C'est aussi pour cette raison que, à chaque fois qu'Isayama révèle des informations sur son monde, il ne le fait pas de façon factuelle, mais en le liant avec l'histoire tragique d'un personnage. C'est notamment le cas de la révélation du sous-sol. On reçoit énormément d'informations sur le monde extérieur, mais en le vivant à travers l'histoire tragique de Grisha, une histoire de souffrance, d'erreur et d'espoir brisé. Et même dans cette petite histoire, la révélation de la mystérieuse identité de la chouette va aussi être liée à une histoire tragique. Grâce à ce procédé, on vit les révélations à fond, on les vit de l'intérieur des personnages. Bref, dans l'attaque des titans, les révélations sont satisfaisantes. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elles sont utilisées pour faire évoluer la série, et de manière assez impressionnante. Au début de la série, on a l'humanité contre les titans. Simple. Et puis on découvre qu'en fait, on a l'humanité contre des titans qui sont en fait des humains. Et puis, on réalise qu'en fait, même parmi l'humanité, il y a des humains qui semblent être contre l'humanité. Bref, au fur et à mesure, la série gagne en complexité et en subtilité, et chaque évolution permet d'avoir une nouvelle perception de l'univers et d'explorer différentes ambiances, différents thèmes. Et la plus grande évolution survient après la révélation du sous-sol, où on découvre que la prémisse même du manga est un mensonge. Jinrui ga yuga ni kurasu kabe no soto kara kita. Jinrui wa horonde nado inai. Du coup, c'est tout l'univers du manga qui est redéfini, et avec lui, la perception qu'on a des actions des personnages, du bien et du mal. On réalise que ceux qu'on prenait pour des monstres sont en fait aussi des victimes. Le récit devient moins manichéen et plus mature, dans son ton comme dans ses thématiques. Le racisme, la propagande, la guerre, la vengeance... On est bien loin de l'humanité contre les titans, le bon vieux temps. Enfin, bon vieux temps. On se comprend. Alors on pourrait penser que, à partir de la saison 4, le temps des mystères est derrière nous. Mais ça serait mal connaître Isayama. Déjà, même si on a eu beaucoup de révélations à la fin de la saison 3, il reste encore des mystères à explorer, comme l'enfance des guerriers Mar, la grande guerre des titans et le 145e roi, ou encore l'origine du pouvoir des titans. Mais ce qui permet de vraiment garder cette atmosphère de mystère, c'est d'avoir mis une ellipse et d'avoir changé de point de vue. À la fin de la 3e saison, on laisse les personnages qu'on suivait depuis le début de l'histoire au bord de la mer, après qu'ils aient découvert la vérité sur le monde extérieur. Et la saison 4 s'ouvre après une ellipse de 3 ans, de l'autre côté de la mer, chez les antagonistes, où on va suivre le point de vue des aspirants guerriers et de Reiner. En tant que spectateur, on ne sait donc pas ce qui est arrivé à Eren et aux autres, et on a bien envie de le découvrir. Le choix de suivre le point de vue de Reiner et des aspirants guerriers n'est pas anodin, c'est le point de vue de ceux qui n'ont aucune information sur rien, ceux qui ne trempent dans aucune machination, et qui ne sont donc pas au courant des différentes intrigues qui se jouent autour d'eux. De manière générale, Isayama nous donne toujours le point de vue de ceux qui ne savent pas,
de ceux qui subissent, pas de ceux qui agissent. Comme par exemple quand on a suivi le point de vue d'Annie à la fin de la première saison, après que son identité ait été découverte par Armin. Garder le spectateur dans l'ignorance, ça permet déjà de faire des foreshadowing, et puis surtout de découvrir les différents éléments en même temps que les personnages que l'on suit, et donc de rendre ça plus surprenant, plus prenant. La première partie de la saison 4 aurait nettement été moins intéressante si on avait suivi le point de vue d'un Sig par exemple, qui est au courant de toutes les machinations, ou si on avait gardé le point de vue des Eldiens de Paradis. Il n'y aurait eu aucune surprise, et l'effet n'aurait pas du tout été le même. Et même après être retourné sur l'île de Paradis, le mystère continue encore, parce qu'on ignore tout des motivations et du plan d'Eren, alors qu'il est quand même censé être le protagoniste. C'est un parti pris assez intéressant. Là encore, on va suivre le point de vue de ceux qui ne savent pas. Ça permet d'instaurer une ambiance de doute, de vulnérabilité, et ça va donner à Eren une toute autre aura. Et il faudra attendre l'épisode 80 pour enfin découvrir le plan d'Eren. Un sacré plan. Et même après tout ça, il reste encore des mystères à explorer. Bref, tout au long de son histoire, et grâce à différentes techniques, Isayama réussit à garder cette aura de mystère, qui rend son manga si prenant. Mais même si on a pas mal parlé des mystères dans cette vidéo, faudrait pas non plus oublier tout le reste. On aurait aussi pu parler du concept, de l'univers, des personnages et de leurs relations, des dilemmes moraux, qui sont parfois assez horribles, des thèmes ou encore des situations. L'Attaque des Titans est une œuvre complète, une merveille de narration, sublimée par son adaptation. Et personnellement, c'est mon manga préféré. Donc vous en entendrez encore pas mal parler sur cette chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis...